Bonjour, ici Naomi et Catherine. Bienvenue dans la saison 1 de notre podcast Famille en Affaires HEC Montréal. Un podcast par et pour les entreprises familiales. Chaque semaine, avec nos invités, plongez dans le monde des entreprises familiales à travers des témoignages captivants pour découvrir leur histoire, leurs défis, ainsi que les moyens qu'ils ont utilisés pour assurer le succès de leur entreprise. Pour d'autres ressources adaptées à votre réalité de famille en affaires, visitez notre site web familleenaffaires.hec.ca. Bonne écoute! Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Famille en Affaires, un podcast dédié aux entreprises familiales propulsé par Famille en Affaires HEC Montréal. Aujourd'hui, nous accueillons Elisabeth Abatelio, copropriétaire et responsable des communications chez Pizza Salvatore. Fondée en 1964, Pizza Salvatore est une entreprise familiale de 3e génération, basée dans la région de Québec. Désormais dirigée par 5 frères et sœurs. Animée par une vision claire et un dévouement sans faille, la fratrie Abatelio s'engage dans un ambitieux plan d'expansion pour leur chaîne de restaurants spécialisée dans la livraison de pizza et de poutine. Ils sont aujourd'hui l'une des chaînes de restauration rapide à la croissance la plus fulgurante au Canada. Cette entreprise en pleine croissance aspire aussi à avoir une influence positive sur toutes les personnes qui entrent en contact avec elle. Elle accorde également une importance particulière à redonner à la communauté. Alors, restez à l'écoute pour découvrir comment Pizza Salvatore s'épanouit en tant qu'entreprise familiale, dynamique et en plein essor. Bonjour Elisabeth, comment ça va aujourd'hui? Bonjour, ça va bien, toi aussi? Ça va bien, merci d'être avec nous dans le podcast. Donc, sans plus attendre, commençons tout de suite. Donc, avec tes frères et sœurs, vous êtes la 3e génération à avoir repris l'entreprise familiale. Peux-tu un petit peu revenir sur les débuts de l'entreprise pour qu'on puisse comprendre comment tout a commencé? Oui, dans le fond, Pizza Salvatore, comme tu l'as mentionné, c'est une entreprise familiale de 3e génération qui a débuté par notre grand-père Salvatore Abatiello, qui lui est un immigrant qui a immigré au Canada, à Montréal, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il est vraiment arrivé par paquebot. Il travaillait sur la construction comme beaucoup d'immigrants là, d'après-guerre. Et notre grand-mère, qui, elle, était une jeune femme qui venait de Saint-Odilon-de-Crambourne, un tout petit village en Beauce. Dans ce temps-là, l'embauche, le travail, c'était vraiment pas comme aujourd'hui. Il fallait aller loin pour trouver du travail, tout ça. Ma grand-mère provenait d'une très grande famille. Donc, avec l'une de ses sœurs, elle est déménagée à Montréal pour travailler comme couturière. Puis c'est via des amis communs que mes grands-parents se sont rencontrés. Et pendant un party du jour de l'an dans une grande maison beauceronne remplie de monde, notre grand-père a fait découvrir la pizza à sa belle famille. Puis je dis découvrir parce que dans ce temps-là, il y a plus de 60 ans, la pizza, c'était vraiment pas un mets commun comme ce l'est aujourd'hui. C'était un peu comme les sushis ou les tartares il y a 15-20 ans. Tu sais, maintenant, c'est commun, mais c'était quand même nouveau jusqu'à tout récemment. Mais la pizza, c'était ça. Fait que la belle famille beauceronne qui voyait mon grand-père prendre une pâte pour faire un pain avec de la sauce tomate puis du fromage. Ils ne comprenaient pas vraiment ce qu'il faisait. Mais finalement, comme pratiquement tout le monde qui goûte à la pizza, ils ont beaucoup aimé. C'est vraiment la famille beauceronne qui a poussé notre grand-père, avec l'aide de notre grand-mère, à ouvrir le premier restaurant Pizza Salvatore dans la grande ville qui est Saint-Georges-de-Beauce, tout près de Saint-Odilon-de-Crambourne. Donc, ils ont ouvert en 1964 le premier Pizza Salvatore. Ils ont eu 7 enfants qui ont élevé au 2e étage du restaurant. Donc, les enfants, depuis qu'ils sont tout jeunes, ils ont toujours mis la main à la pâte, littéralement, là, entre les brassées de pâte, de sauce tomate, tout ça. Et notre père, à l'âge familial, a racheté le restaurant familial et lui, en a fait un réseau de franchise. Donc, il est monté à 14 restaurants. Il y a eu 5 enfants avec ma mère, donc nous 5. On a travaillé dans les restaurants depuis qu'on est jeunes, tout ça. Puis ça s'est fait naturellement là, de racheter l'entreprise familiale pour assurer la stabilité, mais aussi la croissance. Donc, on a racheté en 2018, les 5 frères et sœurs ensemble. C'est vraiment une histoire inspirante et de se dire que ça part de si loin, c'est fou. Et aussi, je me demandais un petit peu, toi, dans tout ça, quel a été ton parcours? Comment as-tu cheminé pour vouloir reprendre? Oui. Les 5 enfants, on a eu des parcours un peu similaire, mais quand même distinct.
pour ma part, c'est ça, depuis que, comme mes frères et sœurs, là, depuis que je suis jeune, je travaillais dans les restaurants. Mes frères, qui sont les 3 plus vieux de la famille, étaient franchisés avant d'acheter la chaîne, là, les 5 ensemble. Ma sœur et moi, c'est au cégep. Moi, j'étais dans le programme business de mon cégep et il fallait faire un stage en entreprise. Donc, pour la première fois de ma vie, j'étais plus dans les cuisines à faire de la pizza, mais je travaillais au centre de service Salvatore avec mon père. Et c'est ça, il m'a juste dit, assis-toi à un bureau, ouvre les tiroirs, regarde ce qu'il y a dedans. Donc, je vois qu'il y a un contrat de radio, des circulaires, le graphiste, tout ça. Fait que ça a commencé comme ça. Finalement, je suis perdurée dans l'entreprise. Là, je suis restée. J'ai pas continué mes études au cégep. Là, j'ai continué dans l'entreprise avec mes frères, ma sœur. Puis c'est en 2017 environ, là, il y a Yum Brands qui détient Pizza Hut, qui est une des plus grandes entreprises de pizzeria au monde, qui, eux, grandissent beaucoup par acquisition. Donc, ils sont venus cogner à la porte de notre père et ils ont dit, est-ce qu'on peut vous acheter? Nous, eux, comment ils fonctionnent? Ça, ils achètent et ils transforment la chaîne en Pizza Hut. Donc, ça a été vraiment beaucoup d'apprentissage pour mes frères, ma sœur, mon père aussi, là, de voir comment une grosse multinationale comme ça fonctionne. Mais on a eu la chance aussi, tu sais, d'avoir des bonnes relations avec les gens de Yum Brands, de visiter des établissements, de voir leur processus d'une grande chaîne, c'est quoi leur structure organisationnelle. Donc, ça a été vraiment bénéfique. Mais nous, tu sais, on était en train de racheter tout ça. On était 5 plus jeunes frères et sœurs. On avait de l'énergie, on voulait faire quelque chose. Depuis qu'on est jeunes, on travaille dans les restaurants. Fait qu'on a refusé leur offre. Puis c'est pas mal comme ça que ça a été fait, là. Donc, le prix que Pizza Hut proposait à nos parents, c'est le prix que nous, on a racheté. Et est-ce que tu penses que le fait que cette compagnie veuille racheter la compagnie, votre entreprise familiale, est-ce que ça a été ça pour toi l'élément déclencheur de dire OK, je veux reprendre la business? Oui, bien, je pense que, tu sais, on le savait un peu tous, mais sans avoir de plan concret sur ça va être quoi le prix d'achat, c'est quoi le processus, ça va être quoi notre structure fiscale, est-ce qu'on rentre 100% actionnaire dès le début, est-ce qu'on rentre à petit taux, est-ce qu'on va avoir des actions votantes ou seulement participantes? C'est toute la structure, on s'en était jamais vraiment parlé. Fait que l'élément déclencheur, ça a vraiment été l'élément déclencheur, comme tu le dis, de voir, OK, ben on achète, ben comment on se structure, comment on fonctionne. Ça nous prend des professionnels, tu sais, aucun de nous est fiscaliste, aucun de nous est avocat. Fait qu'on s'est vraiment entouré de les équipes avec qui on avait l'habitude de travailler pour commencer le dossier de rachat d'entreprise. Puis je suis curieuse, c'est pour la relève, ça a comme été un élément déclencheur, mais est-ce que pour ton père aussi, tu sais, parce qu'il a sûrement peut-être un petit peu songé à dire, OK, ben je vais me libérer, je vais vendre à Pizza Hut. Fait qu'est-ce que pour lui, ça a aussi été un élément déclencheur? Ben oui, parce que notre père, il avait le choix entre vendre à une multinationale, puis le lendemain, c'est fini, tout est beau, ou vendre à ses 5 enfants, tu sais, puis en les supportant. Notre père est resté, tu sais, c'est lui qui nous a financés financièrement pour le rachat. Tu sais, mon père, depuis qu'on est jeune, il nous a quand même fourni une éducation financière quand même très intéressante, là, mais tu sais, il y avait des hypothèques légales sur nos maisons, tout ça, tu sais, il n'y a pas eu de cadeau, tout ça. Mais oui, notre père, il a eu le choix, mais je pense que voyant ses 5 enfants impliqués, puis ça s'est fait naturellement pour lui dire, bon, ben vous êtes prêts à coter le prix de Pizza Hut, ben on y va, puis on commence les démarches plus sérieuses. Puis est-ce que tu penses que pour lui, c'était quand même un rêve qu'il avait là au fond de lui, tu sais, en vous impliquant quand même jeune dans les entreprises, en voyant tes frères justement devenir franchisés, toi en te voyant faire un stage, est-ce que tu penses que lui avait repris, est-ce qu'il y avait ce rêve-là de voir ses 5 enfants à la tête de l'entreprise? Bien, je pense que c'est certain qu'il est content puis fier de ça. Mais outre ça, je pense que qu'est-ce qui rend mes parents le plus fiers, c'est que leurs 5 enfants travaillent ensemble en harmonie à chaque jour. Puis c'est des fois, des gens nous disent, mais qu'est-ce qui fait votre père maintenant? Puis il travaille encore au sein de l'entreprise. Mais il dit, moi, mon défi quotidien, c'est s'assurer que mes 5 enfants s'épanouissent. Puis avec ça, je suis certain de la pérennité de l'entreprise. C'est vraiment une belle mission pour ton père, en plus. Ouais. Il y a du travail. Oui, c'est sûr. Et je me disais, en parlant de tes frères et sœurs, quel a été un peu leur cheminement pour eux? Est-ce qu'il a été pareil que toi ou vous avez pris des directions différentes puis vous vous êtes retrouvés dans l'entreprise familiale? C'est une bonne question parce que les 5, on était vraiment dans les opérations des restaurants. Donc, on servait les clients, on faisait de la pizza, on faisait de la livraison. On a vraiment touché à toutes les opérations. Dans notre famille, on suit tous de 2 ans d'écart. Donc, mes 3 frères sont les plus vieux. Ça a commencé, un de mes frères était à l'université aux États-Unis, un autre de mes frères était au cégep puis il trouvait pas son plein
bref, c'était peut-être pas nécessairement fait pour lui. Puis c'est ça, il y a une opportunité de restaurant qui est arrivée. Là, il y avait une franchise à vendre. Donc, mon frère, le deuxième, Guillaume, m'a appelé Sébastien. Il a dit « Hey, on pourrait acheter tel resto, tu sais, ça sera un bon deal. » Le resto, il m'a gagné un peu, mais tu sais, on va le rouler une couple d'années, on va monter les ventes, puis on va le rénover, tout ça. Donc, mon frère, après sa session aux États-Unis, il est revenu ici au Québec, puis ils ont acheté ensemble un premier restaurant. Puis là, ça a bien été, ils ont monté les ventes, ils faisaient beaucoup d'heures, ils s'en occupaient vraiment très bien. Puis à suite de ça, ils ont acheté un deuxième restaurant. Après, mon troisième frère là, qui a atteint l'âge adulte, ben, il a dit moi aussi, j'aimerais ça être avec vous. Donc, il a acheté des parts dans les 2 restaurants de mes frères. Mais là, 3 gars pour 2 restaurants. Bon, des fois, ça se marchait un peu sur les pieds. Donc, il en a acheté un troisième. Là, ils en ont eu chacun un. Donc, c'est ça. Jusqu'à 2018, jusqu'à temps qu'on rachète vraiment le franchiseur, la chaîne. Mes frères, à la fin, étaient franchisés de comme 9 restaurants sur 14. Donc, c'est ça. Eux, ça a vraiment passé par là. Puis quand on a racheté le franchiseur, l'entreprise de mes parents, bien, c'était important pour nous 5 que il y a comme une équité de temps et d'effort qui soit mis en se disant, bon, ben si mon frère est franchisé de ces 3 restaurants-là, mais il y a un restaurant X qui demande plus de temps, ben là, est-ce que le temps va être donné ou comme ça? Est-ce qu'on envoie des équipiers d'un bord ou de l'autre, la gestion? Fait que c'est à ce moment-là qu'on a décidé de vendre les restaurants franchisés de mes frères à Salvatore Corporatif, une entité qu'on a partie qui devenait, dans le fond, des restaurants corporatifs. Donc, quand ils ont acheté avec ma sœur et moi le franchiseur, ben ils ont vendu leur restaurant franchisé au centre de service. Donc, pour mes frères, ça s'est fait comme ça. Pour ma sœur, ça s'est fait environ comme moi, si je peux dire. Puis, au début, quand on est rentré au centre de service, à 14 restaurants, 5 enfants, notre père, il y avait une personne au légal, une personne à comptabilité, bien, tu sais, je veux dire, on se pilait tout un peu sur les pieds, là. Il n'y avait pas de l'ouvrage pour 7-8 personnes. Fait que, tu sais, tout le monde faisait un peu tout ça, mais plus l'entreprise a grossi, plus chacun de nous 5 a pris un département dans lequel il performait bien puis dans lequel il y avait du plaisir aussi. Fait que, tu sais, moi, négocier des contrats de poubelle, là, ça m'allumait pas tant que ça, mais, tu sais, j'avais une sœur qui, elle, négociait avec les fournisseurs, tu sais, développer des partenariats, elle, ça l'allumait, tu sais. Fait que tout le monde a pris une branche dans laquelle il s'épanouissait. De mon côté, moi, ça a plus été marketing, communication avec mon frère Sébastien, Guillaume plus axé sur le développement, Frédéric la construction des nouveaux restaurants, tu sais, tout l'entretien des immeubles, des restaurants. Ma sœur Katharina, c'est plus enlignée vers la comptabilité. Fait qu'au début, on se pilait tout un peu sur les pieds, mais maintenant, avec la structure, tu sais, qui s'est développée, non seulement parce que l'entreprise a grossi, mais parce qu'on a pris un peu d'expérience, on a des départements structurés maintenant, ben chacun a pris une branche dans laquelle ça allait bien. Puis maintenant, tu sais, on sait tout c'est quoi, dans quoi on est bon, mais aussi où s'arrêtent nos limites par rapport à ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. C'est vrai que vous avez vraiment réussi à naviguer les dynamiques, vraiment bien scinder un petit peu les rôles et les responsabilités de chacun. Donc, c'est vraiment bon, ça. Et je me demandais, est-ce que le fait peut-être que vous ayez été proche plus jeune ou est-ce qu'il y a eu quelque chose de plus jeune qui vous a permis justement d'avoir cette unité et de pouvoir un peu mieux ne pas marcher dans le carré de sable de l'autre, si on peut dire? Si tu nous avais vus quand on était jeunes, là, je pense qu'on se chicanait tellement, là, pauvres parents. Puis je pense qu'il y a tellement de jus qui a été tiré de ce côté-là qu'on n'a plus rien à chicaner. Mais sérieusement, quand on a racheté de nos parents, c'était vraiment important pour eux qu'on parte sur une base, sur une structure, puis aussi sur une structure fiscale qui fait du sens. C'est pas parce qu'on est en famille qu'on partira pas de contrat, pas d'entente, tout ça. Fait que ça a vraiment été défini dès le début. C'est comme ça que ça marche. Puis c'est écrit dans une convention d'actionnaire. Si il y a un désaccord, on y va avec un vote, puis c'est la majorité qui l'emporte. Mais jamais on a dû se référer à ça pratiquement, sauf peut-être une fois. À chaque fois qu'on prend une décision qui est plus corsée, on se dit, nous, individuellement, on n'est pas Pizza Salvatore. Pizza Salvatore, c'est un groupe, c'est quelqu'un, puis c'est quoi qui est le mieux pour Pizza Salvatore. Donc, des fois, on prend des décisions qui sont plus difficiles à prendre, mais on se dit c'est pour le mieux de l'entreprise. En effet, c'est une belle manière de procéder, de bien comprendre aussi qu'il y a l'entreprise familiale et qu'on est aussi un individu et de pouvoir jongler entre les différents chapeaux, comme on dit souvent ici. Oui, c'est le grand défi là, dans les entreprises familiales, justement, les multiples chapeaux qu'on porte. Je trouve ça intéressant parce qu'on l'entend quand même dans ce que tu viens de dire. Oui, des fois, j'ai un désaccord peut-être avec ce que mon frère ou ma sœur pense, mais je suis capable de mettre mon chapeau de gestionnaire puis de dire, OK, pour l'entreprise, c'est ce qu'il y a de mieux. Puis peut-être que je n'étais pas d'accord, mais ça ne viendra pas affecter ma relation personnelle en tant que frère-sœur parce que là, je parle vraiment d'une décision d'affaires en mettant l'entreprise au cœur de la décision. Ouais. Puis est-ce que vous avez
Est-ce que vous avez des guides un peu stratégiques qui vous aident? Et tantôt, tu parlais, c'est important qu'on ait une bonne cohésion. Est-ce que c'est au niveau de la vision, au niveau des valeurs? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez établi dès le départ? On l'a pas établi dès le départ parce qu'on savait pas vraiment, que ça existait ou qu'il fallait faire ça. Mais plus l'entreprise a grossi, on a quelqu'un au RH avec nous, puis elle dit, c'est quoi les valeurs, c'est quoi la vision de l'entreprise, la mission. Puis là, c'était comme des termes qu'on avait tout en tête qui étaient environ similaires à nous 5, mais qu'on a vraiment mis sur papier. Puis c'est sûr que les valeurs familiales sont très fortes. On est 5 frères et sœurs. Il y a quelques conjointes d'impliqués aussi qui travaillent avec nous dans l'entreprise familiale. Mon père est encore présent physiquement au bureau. Fait que, des fois, on se disait, une de nos valeurs, c'est familial, c'est famille, le monde, ils se sentent bien. Puis c'est comme des valeurs qu'on n'a jamais dit ouvertement, mais le monde disait, la grande famille Salvatore, puis on fait partie de la famille, tout ça. Puis c'est vraiment le fun d'entendre de la part d'un propriétaire que les membres de ton équipe se sentent comme faisant partie de la famille. Mais après ça, on se disait, non, c'est pas vraiment notre valeur parce que chaque personne qui est ici a vraiment été choisie pour accomplir quelque chose. Puis on est comme une équipe, on veut gagner un championnat ensemble. Puis je vais pas te choisir parce que tu es ma soeur ou mon frère, je vais te choisir parce que tu es le meilleur pour développer des partenariats avec des fournisseurs, puis c'est toi qui vas nous amener le plus loin. Fait que c'est vraiment comme l'esprit d'équipe est très, très forte au bureau, mais je dirais pas que c'est la valeur familiale qui prime, même si c'est le fun de savoir que les gens se sentent comme faisant partie de la famille. Et d'ailleurs aussi, ça se reflète dans la mission. C'est ce que j'ai vu sur Internet, bien entendu. C'est avoir une influence positive sur toutes les personnes qui entrent en contact avec Salvatore. Ouais. Et tu nous as du coup expliqué la dernière fois que cela comprend, bien entendu, tant vos clients que, comme tu disais, les partenaires d'affaires, vos employés aussi, vos franchisés. Mais tu as mentionné un point encore plus intéressant, la communauté. Ouais. Et c'est pour ça que je me demandais un petit peu comment vous faites, du coup, pour mettre ça de l'avant, pour leur redonner des choses. On voit un peu que ça peut se rassembler un peu au régénératif. Vous avez envie de redonner. Du coup, par quoi ça passe? Bien, c'est vraiment une bonne question. Puis ça, c'est clairement une de nos valeurs familiales qui transcendent dans l'entreprise. Notre grand-mère, nos grands-parents, en fait, les deux étaient très impliqués au niveau de la Beauce, de Saint-Georges. Ma grand-mère vient d'une grande famille de, je me trompe pas, 14 enfants. Saint-Osmond-de-Crambourne, c'est une toute petite ville, un tout petit village avec quelques rangs. Puis c'était facile de savoir pour eux, notre voisin, ça a été plus difficile, tu sais, puis de subvenir aux besoins de son village. Fait que ma grand-mère a toujours eu cette mentalité-là de redonner. Elle s'impliquait beaucoup au sein de la communauté à Saint-Georges-de-Beauce. Nos parents aussi ont fait quand même du bénévolat là, à plusieurs reprises avec nous quand on était enfants, tout ça. Fait qu'on a toujours grandi en voyant nos grands-parents, nos parents aussi se consacrer non seulement à l'entreprise, mais aux communautés, soit que ce soit en temps ou en donation pour des causes qui leur tenaient à cœur. Fait que c'est important pour mes frères, ma sœur et moi de faire la même chose. Puis, je veux dire, on est choyés, l'entreprise financièrement est en santé. Fait qu'on s'assure de redonner non seulement, comme tu l'as dit, on est présent à notre centre de service et à Québec, mais aussi dans les 86 localités dans lesquelles on est implanté. Donc, ça peut être Miramichi au Nouveau-Brunswick, Lower Sackville en Nouvelle-Écosse. En Ontario, on a commencé à ouvrir un petit peu, au Québec, à Montréal. Notre but, c'est vraiment d'avoir un impact positif sur chaque personne qui entre en contact avec l'entreprise. Donc, que ce soit les équipiers, nos partenaires d'affaires, mais aussi les communautés. Fait qu'à chaque fois qu'on s'implante dans une nouvelle localité, parce qu'on connaît quand même une grande phase d'expansion, on a développé plusieurs marchés dans les dernières années, bien, quand on arrive, on s'assure toujours de donner 150 pizzas larges gratuites à des organismes de la région, que ça soit scolaire, culturel ou aussi communautaire, tu sais, des gens qui ont plus de difficultés ou pour financer une équipe de sport qui fait X, Y, Z. Fait que quand on fait ça, au début, quand on s'implante dans une municipalité, ben on est en contact direct avec une multitude d'organisations qui nous contactent pour avoir de la nourriture gratuite. Fait que ça nous assure de garder un lien avec ces organismes-là. Les organismes nous recontactent, tout ça. Puis nous, chaque franchisé a un budget de 1% de ses ventes à redonner chaque année. Donc, s'ils veulent donner en donation pour une petite fille qui veut faire du karaté pour performer puis elle a besoin de sous, ou pour Moisson Montréal pour remercier les bénévoles ou pour donner à des personnes en situation d'itinérance. Fait que c'est vraiment, on laisse les franchisés choisir un organisme qui leur tient à cœur. Puis souvent, ça se dénombre par plusieurs donations au courant de l'année. Mais ça fait que chaque année, là, c'est pas loin de 500 000 $ qu'on redonne, que ce soit en argent ou en nourriture. Ce sont de belles initiatives, en tout cas, et une très belle mission d'avoir ça au sein de son entreprise. Ça partage de vraiment belles valeurs aussi, du coup, avec tout le monde
qui rentrent en contact. Et je me demandais aussi, est-ce que ça a été dur de garder cette mission au travers de la stratégie de croissance du coup que vous avez mis en place lors de la reprise? Comment ça s'est passé de ce côté-là? Ça aurait pu être dur, mais pour nous, c'était quand même une priorité, là, si je peux dire, parce c'est sûr qu'à m'amener, quand on a commencé la phase d'expansion, on recevait peut-être 100 courriels par jour juste pour de la donation de X, Y, Z. Là. Fait que, on aurait pu dire, c'est trop de troubles ou, regarde, on va faire un chèque par année à une grosse organisation. Puis c'est tellement correct aussi, ça aurait été super correct de faire ça. Mais pour nous, on voulait vraiment avoir un impact. Puis, on dit chaque don, peu importe, on a beau faire un chèque de 10 000 à une organisation ou donner une pizza gratuite à quelqu'un dans la rue, l'impact est pratiquement le même, là, si je peux dire. Tu soulages vraiment quelqu'un qui a un besoin. Donc, c'était vraiment important pour nous d'être près de chacune des organisations. Fait que, on a embauché des gens dans l'équipe qui gèrent que les donations et les commandites. Puis, en ce moment, ils sont 2 à temps plein à faire que ça. Donc, oui, ça aurait pu être un défi ou peut-être qu'on aurait changé notre orientation, mais pour nous, c'est important de faire ça. Donc, on a mis des gens en place qui font que ça, là, puis qui... Même si c'est ces 2 personnes-là qui en gèrent beaucoup, bien, chaque franchisé, chaque équipier, chaque personne du centre de service retire beaucoup de fierté de savoir qu'ils font partie d'une équipe qui s'implique socialement. C'est super intéressant parce qu'on le reconnaît beaucoup chez les entreprises familiales. Puis ça, la recherche le démontre. Là, c'est souvent un vecteur très important chez les familles oui, ça serait d'avoir une entreprise rentable, performante, tout ça. Mais l'impact social de cette entreprise-là est super importante, autant au niveau interne, fait que ça serait de prendre soin de nos gens. Comme tu l'as dit, on n'est pas une famille, mais on est une grande équipe, mais ce que j'entends, c'est qu'on prend soin aussi de nos gens pour que cet esprit d'équipe-là existe. C'est parce qu'on réussit à la faire vivre, puis les gens ont le goût de se donner. Fait qu'autant à l'interne, c'est souvent des cultures d'entreprise qui vont être très axées vers l'humain, mais c'est aussi des entreprises qui vont avoir tendance justement à soutenir beaucoup de causes dans leur communauté. Puis ça, des fois, je le rappelle aux familles, je dis, essayez de faire un retour sur tous vos dons, vos implications. Puis comme tu dis, pas juste des dons monétaires, des dons en équipement, en nourriture, en temps aussi, en temps, exact. Puis là, quand on additionne tout ça, c'est quand même, oui, c'est vrai, on a un réel impact. Ouais. Puis c'est l'impact de proximité, beaucoup, qu'on voit, de dire, OK, mais on est implanté dans une communauté. Vous, dans votre cas, c'est le fun parce que l'aspect communautaire se réplique à travers tous vos franchisés. Là, fait que c'est comme un peu une pieuvre avec des tentacules un peu partout. Bien, merci. Puis c'est ça, je connais effectivement beaucoup d'entreprises familiales. Puis je dirais pas pratiquement toutes, là, mais beaucoup le font. Puis c'est le fun parce que ça donne l'idée à d'autres personnes de le faire. Tu sais, j'ai vu une entreprise, je me rappelle plus laquelle, mais ils allaient donner dans des frigos communautaires dans le temps des fêtes. Puis je pense que c'était il y a 2 ans, il faisait très, très froid. Fait que nous, ça nous a donné l'idée d'aller porter des pizzas dans les frigos communautaires, tu sais, dans plusieurs frigos communautaires de nos régions. Mais si j'avais pas vu cette autre entreprise-là faire ça, j'aurais même pas su que les frigos communautaires, ça existait. Puis ça, c'est un exemple X, mais des organismes sociaux, il y en a une panoplie. Puis plus tu donnes, plus tu te rends compte qu'il y a des besoins réels puis criants dans chacune municipalité. Puis est-ce que ça, c'est une valeur qui est commune aux 5 enfants? Est-ce que c'est vraiment un leitmotiv que vous gardez? Oui, vraiment. C'est autant nos grands-parents, nos parents, les 5 enfants. Tout le monde met beaucoup de fierté là-dedans, puis de temps, si je peux dire. Des fois, on va dans des événements, puis on a connaissance de d'autres causes qui n'existaient pas. Fait que, on se dit, hey, cet organisme-là, ça pourrait être bon, tout ça. Puis on est extrêmement sollicité, puis on n'est pas un OBNL. Fait que des fois, il faut faire des choix. Mais chaque demande qu'on reçoit, on les garde. Puis on se dit, OK, là, c'est sûr que nous, à nous 5, on a 17 enfants qui sont en santé. On se compte vraiment très chanceux de ça. Fait que la cause des enfants, ça nous tient beaucoup à cœur. Mais il y a tellement d'autres causes, là. Quand on sait, OK, ce serait bon de s'impliquer plus dans ce domaine-là où j'ai vu ça passer à la télévision, j'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux. Fait que, on se garde une banque aussi, puis il y a plusieurs organismes qu'on travaille avec eux sur une base récurrente. On aime ça faire ça. Je pense que c'est bon de le faire, puis plus qu'il y a de monde qui vont le faire, ça aide à pallier différentes lacunes au sein des filets sociaux. Ça fait boule de neige. C'est le fun. J'en ai entendu parler parce que quelqu'un d'autre l'avait fait. Fait comme ça, je prends... Fait parlons-en de ces bons coups-là sociaux communautaires. Comme ça, après ça, on peut les répliquer dans d'autres organismes. En effet, c'est en plus très inspirant. Puis, en effet, ça pousse les autres à faire de même. Puis, quelque part aussi, les entreprises ont un rôle à jouer dans la transition durable. Donc, c'est super. Et aussi, j'aimerais revenir sur un point, parce que tu as dit que ton père était encore un petit peu dans l'entreprise, même si vous avez racheté à 100%. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est son implication? Oui. Dans le fond, quand on a racheté les franchises Salvatore en 2018,
depuis qu'on est jeune, on travaillait dans l'entreprise, puis après ça, on travaillait au centre de service. On avait une excellente idée de ce qu'était l'entreprise puis le fonctionnement. Donc, quand on a racheté la coupure, c'est quand même fait drastiquement, là. Puis notre père contrôlait beaucoup là, ce qu'on faisait avant qu'on rachète l'entreprise. Par exemple, sur les circulaires, nous, on envoie des millions de circulaires chaque mois. Mais si on voulait changer l'écriture sur la circulaire, c'était pas possible. C'était notre père. Quand ça va être votre entreprise, vous le ferez. Pour l'instant, c'est mon entreprise. Fait que des fois, il y a des petites frictions comme ça pour des banalités, selon nous. Mais c'est ça, quand on a racheté, c'est comme si on était des chiens tenus en laisse, puis les câbles ont lâché, puis toute la créativité, puis ce qu'on avait en tête pour Pizza Salvatore, puis on est fiers de nos racines, de où est-ce qu'on vient, tout ça. On avait tellement d'idées à produire, fait que ça c'est parti quand même assez rapidement. Notre père était aussi propriétaire là, d'un petit parc immobilier, là, donc il faisait ça, lui, c'était son plaisir. Là. Je pense que toujours aimé ça, être dans l'immobilier, des constructions, tout ça. Fait que la compagnie immobilière, elle, par contre, c'est juste à racheter Salvatore, nous 5, l'expansion, on était déjà pas mal dans le jus. Mais on a racheté la compagnie immobilière là, en 2022. Donc, ça va bientôt faire 2 ans. Aujourd'hui, c'est ça, la compagnie P.A.B.A.T. Canada Inc., c'est environ 30 immeubles commerciaux. Principalement, à la base, c'était des immeubles dans lesquels des Pizza Salvatore étaient. Mais maintenant, il y a aussi des immeubles là, que c'est pas seulement pour des Pizza Salvatore. Fait qu'on a dans plusieurs régions, là, que ce soit près de Montréal, au Saguenay, à Trois-Rivières, Québec. Donc, notre père, quand on a racheté la compagnie immobilière, c'est ça, notre père est un homme actif, tout ça. Il est comme 62, 63 ans. Là, je ne serais pas à le vieillir. Mais il disait, je ne vais pas à la retraite, moi. Là, puis je pense qu'il y a beaucoup, je vois des familles en affaires, puis il y en a beaucoup que, soit que la transition ne se fait pas jusqu'à temps que la personne soit prête à prendre sa retraite. Donc, ça fait que les propriétaires d'entreprise sont vraiment plus vieux. Puis les enfants, des fois, se sentent un peu moins impliqués, puis tu sens un délaissement de l'entreprise quand ils n'ont pas accès à l'entreprise puis vraiment à la direction, tout ça. Mais c'est ça, nous, quand on a racheté de notre père, il voulait toujours se sentir impliqué. Puis notre père, on a vraiment un bon modèle, puis on est vraiment chanceux d'avoir un mentor comme ça, non seulement sur le plan familial, mais aussi sur le plan professionnel de l'éducation puis de la rigueur au travail qu'il nous a inculqué. Donc, notre père est toujours impliqué, là, il gère certains projets immobiliers qu'on a. Donc, mettons, on a 2 constructions neuves en ce moment en cours, on a une rénovation. Donc, il gère, là, il fait partie de l'équipe de construction qui est chapeautée par mon frère Fred. Donc, mon frère Fred, 2, 3 gestionnaires de projet, dont mon père, qui est assurément notre employé le plus cher, mais qui nous fait aussi beaucoup économiser. Fait qu'on est chanceux de pouvoir continuer de le côtoyer comme ça au quotidien. Il va faire son tour au bureau, tout ça, mais il y a un horaire plus relax que dans le temps. Mais ça, c'est important de le mentionner parce que, tu sais, souvent, on a la fâcheuse tendance de dire, OK, après la transaction, il y a une coupure, puis là, on laisse nos repreneurs. Puis, tu sais, même, on les appelle les cédants, là, tu sais, quelque chose de très tranchant. Tu sais, nous, chez Famille en Affaires, on essaie beaucoup d'utiliser le mot relayeur. Tu sais, je te passe quelque chose. Après, je disparais pas. Je peux continuer. Après ça, le comment je continue, faut qu'on s'entende ensemble. C'est un peu comme une danse, là, une relève. Là. Fait que, les repreneurs et le relayeur doivent avoir la même vision de l'implication de l'autre. Mais c'est un peu non naturel de dire qu'un entrepreneur qui a bâti ça toute sa vie, qui généralement, les entrepreneurs ont plus d'énergie que la moyenne des gens. Là, fait que c'est pas vrai là, qu'à 62 ans, tout d'un coup, ils ont le goût de juste aller jouer au golf, d'aller juste faire du bateau, puis aller faire des voyages, puis passer leur hiver en Floride. C'est des gens qui sont passionnés souvent de leur entreprise. On le voit même dans les stats, là, il y a 49 fait pas mal la moitié des relayeurs qui veulent continuer à avoir une implication post-transfert. Fait qu'il faut que les repreneurs en prennent conscience, puis qu'ils voient aussi que finalement, il y a peut-être quelque chose de bénéfique à avoir quelqu'un d'expérience comme ça qui va être à côté de moi, puis qui va agir un peu comme un guide, comme un mentor. Puis comme tu dis, on jase ensemble, puis on comprend de quelle façon cette personne-là peut le mieux contribuer au projet d'entreprise. Vraiment. Puis avec notre père, autant pour le transfert de connaissances, mais aussi le transfert d'actionnariat, le rachat d'actionnariat. Oui. Puis je pense que peut-être qu'on aurait pu racheter plus tôt P.A.B.A.T., mais mon père sentait qu'on n'était peut-être pas 100% prêt, puis que lui aussi n'était pas 100% prêt à qu'est-ce que je vais faire. Puis c'est des conversations qu'on a eues longtemps. Ça va être quoi son rôle au sein de l'entreprise? Puis c'est quand on s'est senti que l'accord était là, que là, il a commencé à avoir un rachat d'actions qui s'est créé. Mais c'est ça, c'est important pour notre père.
d'avoir un rôle à jouer encore au sein de l'entreprise. Puis, tu sais, je pense qu'il aime vraiment ce qu'il fait aussi, comme tu le dis, là. Puis on est super chanceux d'avoir un mentor. Tu sais, les franchises Salvatore, on a grandi là-dedans, mais on n'a pas grandi à être gestionnaire immobilier. Ouais. Fait que je pense qu'il sentait que l'apprentissage n'était pas là à 100%, qu'on avait notre focus à 100% sur l'entreprise de Pizza Salvatore. Donc, c'est pour ça qu'il a peut-être attendu un petit peu. Puis avec du recul, c'est vraiment bénéfique, là. Je sais pas je pense pas qu'on aurait pu développer autant à acheter les 2 entreprises en même temps. Ça se fait progressivement. C'est intéressant. Puis je suis curieuse, parce que c'est pas nécessairement des discussions faciles. Souvent, on parle facilement à nos frères et sœurs, mais de notre quotidien, là, de ce qu'on fait le week-end, des activités. Mais ça devient quand même des conversations émotives, délicates. Oui, puis tu sais, non seulement, OK, bien, l'actionnariat, comment ça se transige? Est-ce qu'on va avoir des actions votantes directement partant ou là, nous, on prend la responsabilité de rembourser un prêt sur nos épaules? On veut faire selon nous ce qui est le mieux. Est-ce que mon père va continuer d'avoir des actions votantes? Ça va être quoi le salaire qui va être donné aux parents? Puis, tu sais, je parle à d'autres repreneurs puis cédants. Puis c'est vraiment des enjeux. Puis quelqu'un qui dit, moi, je veux un salaire jusqu'à X moment ou tout ça. Puis ça va être quoi le salaire? Bien là, c'est pas le prix du marché. Puis tout ça. Fait que c'est vraiment des conversations à avoir. Puis c'est sain d'avoir ça, là. Je pense que c'est très sain, oui. Avez-vous été accompagné? Comment ça s'est passé, ces discussions-là? Oui. Mon père, tu as des amis de qui il est très proche, là, qui ont fait beaucoup d'accompagnement comme ça. Mais c'est sûr, on a parlé à des fiscalistes, des avocats, tout ça. Mais par rapport à ça, on est allé avec qu'est-ce qui semblait bon, autant pour mon père, le vendeur, que pour nous, les acheteurs. Fait qu'on est allé pas mal comme ça. Et ta mère aussi, dans tout ça, est-ce qu'elle avait une quelconque implication? Oui, ma mère, nous, on a grandi là, avec notre mère à la maison qui s'occupait de nous. Puis, tu sais, je pense vraiment que quand tu es en affaires, c'est super important de choisir un bon partenaire. Que ce partenaire-là travaille avec toi au sein de l'entreprise ou ait son propre emploi ou prenne du temps à la maison pour s'occuper des enfants pour que toi, à chaque soir, tu puisses revenir un peu plus tard ou partir plus tôt le matin. Je pense que c'est super important. Mes parents font vraiment une équipe extraordinaire que je pense que nous 5, c'est ce à quoi on aspire, là, d'avoir, tu sais, réussir sa vie professionnelle, c'est quelque chose, mais réussir sa vie personnelle, c'en est un autre. Donc, mes parents, ils ont vraiment accompli les 2, selon moi, puis les 5, on vise à être la moitié de ce que nos parents est, puis on va être super contents de ça. Mais notre mère a toujours appuyé notre père de par les enfants, toute la routine. On était 5 enfants à faire du sport, aller à l'école, les livres, tout ça. Fait qu'elle l'a beaucoup supporté comme ça. Là, à quelques moments dans l'entreprise, ça l'aidait pour désengorger certains départements, tout ça. Mais c'est ça, notre mère, on dit tout le temps que c'est l'entreprise de nos parents, même si au day-to-day, c'était plus notre père qui gérait le courant et les opérations. Toi, t'es grandi avec une mère qui était à la maison. Ouais. Comment tu jongles maintenant, toi, ta vie? Parce que là, je comprends que t'es pas à la maison. T'as les mains vraiment dans l'entreprise. Comment tu la gères, cette vie personnelle-là? C'est drôle parce que quand j'étais jeune, je me disais... Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui grandissent en voyant leurs parents faire, puis ils deviennent ce que leurs parents sont, souvent. Puis moi, je voyais ma mère, puis je me disais, moi, je veux 4-5 enfants, puis je veux être à la maison, puis avoir un mari, tu sais, qui a un bon travail. Moi, je veux être à la maison avec mes enfants. Puis quand j'ai commencé à... Puis, tu sais, j'ai tenu ce discours-là quand même longtemps. Puis quand j'ai commencé à travailler, j'étais tellement motivée par les défis, puis par le surpassement de soi, tout ça. Puis on peut faire ça aussi à la maison, mais moi, je me sentais vraiment passionnée par ce que je faisais. Donc, j'ai eu 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants. Puis j'ai dit, OK, c'est clair, je peux pas en avoir 4 avec le rythme que j'ai présentement. Puis je pense pas que ça va stopper bientôt. Donc, j'ai dit 3 enfants, c'est correct. Mais c'est ça, je suis vraiment reconnaissante pour, tu sais, là, ma mère, elle est grand-mère de 17 enfants. Donc, elle nous aide beaucoup quand c'est une pédagogique à l'école, quand il y a un enfant malade, tout ça. Puis je me compte vraiment chanceuse d'avoir puis tous mes frères et sœurs aussi, là, on s'entraide beaucoup là, avec mes belles-sœurs, mon beau-frère, tout ça. On s'entraide beaucoup quand il y a un enfant malade. Bien là, ma sœur est en congé de maternité, elle va le prendre. Puis, ça nous permet de tout vraiment travailler beaucoup parce qu'en ce moment, on a besoin de travailler beaucoup. En tout cas, notre structure est comme ça. On est en grande phase d'expansion. On a de la misère à... Ben, c'est sûr, là, je pense que quand t'es en expansion, c'est beaucoup, beaucoup de temps. Fait qu'on est chanceux d'être si près les uns des autres. Mais moi, clairement, je me verrais pas être à la maison. J'adore mes enfants. Puis nos parents nous ont toujours dit, la fin de semaine, c'est en famille. Puis autant l'entreprise, c'est important que la vie familiale aussi, c'est très important. Mais la semaine, ça va tellement vite, puis ben, j'aime vraiment ça. Là. J'ai vraiment une admiration pour toutes les femmes qui sont à la maison, puis j'ai vraiment une admiration pour toutes les femmes aussi qui travaillent, qui sont en affaires, peu importe, mais moi, je pense que je m'épanouis vraiment pleinement à pouvoir conjuguer autant être
prendre du temps de qualité le week-end avec mes enfants puis les soirs de semaine que travailler puis aider à la croissance de l'entreprise. Et dans l'entreprise familiale, tu vois, il y a une famille en affaires autour. Puis les gens ne sont pas nécessairement dans l'entreprise, mais on voit qu'ils ont quand même un impact au développement parce qu'ils sont là pour soutenir tous ceux qui sont dans l'entreprise. Ouais. On a aussi besoin d'eux dans les entreprises familiales pour continuer à avancer. Et aussi, je me demandais, du coup, tu as évoqué que là, vous êtes en croissance, en pleine expansion, mais avez-vous pensé à l'après ? Qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous allez ouvrir tous vos 100 succursales? En 2019, on s'était fixé comme objectif d'avoir, entre nous, là, 50 succursales d'ici 5 ans, donc en 2024. Ensuite de ça, mon frère Guillaume a vu une vidéo d'Elon Musk qui dit « Ton plan sur 10 ans, arrange-toi pour le faire en 6 mois. » Donc, on n'a pas été aussi agressif que ça, mais notre objectif d'avoir 50 restaurants en 5 ans, finalement, on l'a converti d'avoir 100 restaurants d'ici 5 ans. Puis c'est un plan qui était ambitieux pour nous, qui avait 14 restaurants à l'époque. On venait d'ouvrir un restaurant, les 5 ensemble, après avoir racheté l'entreprise familiale. Puis les 5, on faisait 70, 80, 90 heures par semaine pendant 6 semaines dans le restaurant pour s'assurer que les opérations tiennent le coup parce que c'est des grosses ouvertures. C'était une grosse ouverture. Pendant ce temps-là, au centre de service, il n'y a rien qui se passait. On ne faisait pas les circulaires, le monde appelait, il n'y a personne qui répondait, c'était pas viable. Fait qu'on a vraiment mis une structure en place pour se dire, OK, on va ouvrir un restaurant par mois. Bien, si on veut ouvrir d'autres restaurants, bien, ça nous prend du monde pour ouvrir le restaurant parce que nous 5, il faut qu'on travaille sur l'entreprise et non dans l'entreprise à faire de la pizza. Donc, on a embauché des gens extraordinaires qu'on appelle l'équipe d'ouverture, qui, eux, c'est des gens, c'est une équipe volante. Donc, ils se promènent d'ouverture en ouverture pour aller supporter non seulement les franchisés, mais aussi à aider à l'accélération des équipiers en restaurant. Donc, c'est ça. Puis là, maintenant qu'on a une équipe, on a des salaires à payer à chaque semaine. Fait qu'on se dit, bon, ben OK, ça nous prend une fréquence pour que ça soit rentable, cette équipe-là. Donc, on a donné un objectif d'ouvrir un restaurant par mois. Après ça, ça allait quand même bien, tout ça. Donc, on a augmenté la cadence à un restaurant 14 jours depuis avril 2021. Mais tout ça pour dire, c'était quand même une grande expansion. On est en mai 2024, donc ça s'en vient. Notre 100e restaurant est signé. Pour plusieurs départements, l'objectif est atteint. Nous, principalement dans l'entreprise, ça va être atteint lorsque le 100e restaurant va ouvrir. Puis, ça va se passer, mais notre entreprise, avec toute l'équipe, c'est des discussions ouvertes qu'on a tout le temps eues que si les ventes ne suivent pas, si les KPI ne suivent pas, ben on arrête l'expansion. Nous, on fait l'expansion, c'est pas pour avoir 100 restaurants, c'est pour avoir 100 restaurants qui sont financièrement en santé. On a des franchisés, des risques financiers reliés à tout ça. Donc, pour l'instant, ça va super bien. Puis, on travaille super fort. On regarde toutes nos KPI à chaque semaine, les temps de livraison, l'indice satisfaction client, le coût de nourriture, les masses salariales de chaque resto. Puis, on s'assure que chacun de nos emplacements est financièrement en santé. Puis, ça va bien. On continue l'expansion. On va atteindre le 100e restaurant. Puis, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Puis, au même moment, un petit peu avant, il y a une grande entreprise qui a cogné à notre porte pour nous racheter. Puis, tu sais, on a été transparent avec eux. On est comme, on n'est pas vraiment en vente, mais faites votre offre. Puis, c'est tout ça. Puis, ça a duré plusieurs mois, tout ça. Puis, tout récemment, il y a environ 2-3 mois, ils ont déposé une offre sur la table. Puis, c'est vraiment une offre qu'on s'est dit, OK, genre, faut y réfléchir. Fait que les 5, c'est la première fois, ou peut-être la deuxième, qu'on n'était pas 100% d'accord sur qu'est-ce qu'on fait. Parce que c'était quand même un bon montant qu'on se dit, OK, ben on le place à X% d'intérêt, puis on fait rien. On s'est dit, tu sais, moi, j'ai 30 ans, ma soeur a 28, le plus vieux est 35. On se dit, ben non, on fera pas rien jusqu'à la fin de nos jours. Là, fait que c'est quoi, on va le réinvestir. C'est quand même pas pire cash down pour acheter pas mal d'immobilier. On s'est dit, ben là, on n'a plus d'équipe, parce qu'ils partent avec l'équipe. On s'est dit, OK, ben là, on rembauche du monde, il faut retrouver du monde fiable. On a une super bonne équipe en place. On fait tout nous-mêmes. Ça fait des années qu'on travaille vraiment beaucoup. Puis, on aime ce qu'on fait, c'est correct. Là. On était comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, à ce moment-là, on s'est dit, OK, mais là, si on ne vend pas, on fait quoi? C'est quoi notre prochain objectif? On vient d'atteindre notre objectif. Fait que finalement, on a refusé l'offre. Puis honnêtement, le soir, on était comme, aïe, ça va-tu se représenter un offre comme ça? Puis on s'est donné un nouvel objectif, c'est d'avoir 500 restaurants d'ici 2029. Okay. Puis ça, c'est pas nécessairement en passant par Pizza Salvatore parce qu'au Québec, il nous reste environ 25 ouvertures pour avoir un marché qui va être pleinement saturé selon les localités dans lesquelles on veut aller, qui fit nos ratios. On a racheté une chaîne de pâtes, restauration rapide là, qui s'appelle Topla, qui est présente dans la région de Québec. Il y avait 8 emplacements. On a ouvert un 9e là, récemment.
Mais c'est ça, là, on a racheté une chaîne qui était financièrement en santé, mais on voyait comment on pouvait l'optimiser financièrement, chaque succursale, mais aussi le franchiseur. Donc là, on finalise là, le plan financier, puis on va commencer l'expansion, tout ça. On a plusieurs opportunités qui se présentent à nous, d'autres bannières. Puis tu sais, notre but, c'est pas d'avoir 500 pizzas Salvatore à travers le Canada, mais que Québec, ça soit notre château fort, puis que ça aille super bien, puis des autres marchés, ça soit so-so. C'est tant que si on est capable de crack the code puis d'avoir des excellents résultats comme on a au Québec avec Pizza Salvatore dans les autres marchés, bien, on va y aller à fond la caisse. Mais pour l'instant, on ne veut pas prendre ce risque-là de se dire hey, on ouvre puis advienne que pourra, on va tout faire, on va investir des millions en pub. Notre but, c'est on n'a pas de problème d'ego à dire hey, on est partout au Canada. C'est pas ça le but. Fait que je pense que c'est quelque chose qu'on voudrait faire, racheter des bannières comme ça, d'une taille moyenne, puis les optimiser puis les développer pour se rendre à 500 restaurants d'ici 2029. C'est intéressant parce que c'est un peu ce que vous avez fait avec Pizza Salvatore. Oui. Fait que est-ce que vous avez choisi cette option-là de croissance parce qu'au final, vous dites c'est là-dedans qu'on est bon? C'est vraiment une bonne question. Notre père a toujours privilégié l'immobilier pour réinvestir des liquidités. C'est ce qu'on a fait aussi jusqu'à tout récemment. Tu sais, qu'on avait des liquidités disponibles, qu'on va acheter cet immeuble-là, on va s'implanter, on va louer l'autre local, tu sais, puis tout ça. Fait qu'on a on connaît beaucoup de franchiseurs en restauration. Mais l'immobilier, nous, on trouve ça trop lent. On trouve ça long, tu sais. C'est comme, OK, tu places 15, 25 ans, ton immeuble est payé, tu sais, mais le retour, tu sais, correct. Fait qu'on s'est dit, go, là, c'est ça, des chaînes, on l'a fait, l'expansion, puis c'est l'expansion la plus agressive au Canada en ce moment en restauration rapide. Fait qu'on a quand même une infrastructure pour, OK, il faut trouver un local. T'sais, on a une équipe qui fait que chercher des locaux, il faut trouver un franchisé. Je pense qu'on a développé, on sait un peu comment s'y prendre maintenant. Fait que avec Topla, on s'est dit au début, OK, est-ce qu'on fait 2 structures différentes? Ils ont leur équipe d'opération, d'achat, de marketing, d'approvisionnement, de développement, tout ça. Puis Salvatore va garder sa branche. Fait qu'on est parti comme ça. Ça a duré 2 semaines. On a toutes migré ensemble. Puis, c'est les mêmes équipes. Fait que dans le fond, nous, c'est, je dirais pas facile, là, parce que c'est quand même un bon défi d'ouvrir un restaurant chaque 14 jours, de migrer à une autre entreprise au travers de tout ça. Mais on a tellement une équipe qui est rodée, puis qui sait ce qu'il fait, puis qui sait ce qu'il a à faire. Donc, ça va relativement bien. Fait que de se dire, OK, on rachète une autre chaîne, on mixe ça, on les optimise. Puis le but, c'est clairement d'optimiser. Puis, on va acheter des chaînes qu'on voit comment on pourrait les améliorer pour après les développer. Donc, oui, on veut grandir comme ça pour le futur. On s'est dit qu'on n'achetait plus d'immobilier, là, qu'on allait se concentrer sur les nouvelles opportunités de restauration qui allaient se présenter pour atteindre notre objectif de 500 restaurants. Pas nécessairement de créer une chaîne de zéro, mais vraiment prendre ces chaînes-là qui existent, qui fonctionnent bien, c'est ça. Mais de les rentrer dans le moule Salvatore et dire, OK, on garde quand même leur identité, mais on les fait rentrer dans le système opérationnel de... Bien, c'est ça, mais c'est quand même récent comme objectif. Fait que, on est encore en train de naviguer. On a fait un premier avec Topla. Là, on est en pourparlers avec quand même quelques autres chaînes. Fait que, tu sais, là, c'est en ce moment, qu'est-ce qu'on pense qui va être le mieux? Mais si après ça, on se dit, hey, c'est trop compliqué d'acheter une chaîne de 6 restaurants, tu sais, que les gens sont encore trop impliqués dans les opérations parce qu'idéalement, on travaillerait avec les gens qui sont propriétaires de la chaîne parce que quand tu as parti à une entreprise, tout ça, tu l'as à cœur puis tu veux le développer. Fait est-ce qu'on s'associe avec eux? Est-ce qu'on achète à 100%? Tu sais, c'est encore des décisions qu'on se dit, on va y aller cas par cas, on va voir comment ça va aussi. Puis on est tellement du monde parlable, facile, si je peux dire, que nous, on veut juste aider à te développer le plus possible. Puis on l'a fait avec Salvatore. Je dis pas que toutes les entreprises sont pareilles, mais on va s'adapter au fur et à mesure en y allant. Mais pour l'instant, l'idée, oui, c'est d'acheter d'autres chaînes puis de les propulser. En tout cas, c'est une bonne stratégie parce que vous reprenez vraiment l'expertise que vous avez développée au cours de ces années et que vous la mettez de l'avant. Est-ce que vous avez fait du coup un peu une analyse de vos forces, faiblesses pour arriver à ce résultat? Vous avez fait votre business model Canva? Quand même, oui. On sait sont où nos forces, on sait sont où nos faiblesses. Fait que selon nous, ça, c'était le meilleur modèle. Je parle le monde, mettons le département de développement, par exemple. Ben, s'ils font un salon de la franchise à Toronto, ben, c'est beaucoup plus rentable de représenter 2-3 bannières que d'avoir 2-3 équipes qui représentent chacun leur bannière. À l'approvisionnement, il faut que je négocie mon fromage mozzarella. Ben, je vais le négocier pour mes 2-3 chaînes qui l'utilisent au lieu d'avoir chaque personne, chacun de leur bord qui le font. Fait que pour l'instant, c'est comme ça qu'on y va. Puis selon nous, c'est le plus optimal. Mais en entreprise, puis quand tu es en croissance, là, c'est une structure qui
quand tu grandis de 1700%, là, ça se peut que ça branle des fois. Mais au final, on va s'ajuster en y allant puis en voyant vraiment ce qui est le mieux pour l'entreprise, comme on l'a fait avec Pizza Salvatore puis qu'on le fait présentement avec Topla. Moi, j'étais curieuse parce que je vais revenir à l'aspect famille parce que, tu sais, comme là, vous avez eu une grande offre là, que tu nous as parlé il y a quelques minutes. Comment vous les prenez, ces décisions-là stratégiques? Est-ce que vous avez une structure très... on s'assoit une fois par année, on développe notre plan stratégique, on se rencontre après ça une fois par mois pour suivre nos KPI stratégiques? Ouais. Ou ça se fait de manière plus informelle dans le quotidien? Avant, ça se faisait beaucoup de manière informelle, mais depuis quelques années, là, vraiment, une fois par mois, on a une rencontre franchiseur, qui est évidemment nous 5. Mais c'est ça, c'est avec des points à l'ordre du jour que tout le monde apporte, tout ça. Comme je l'ai dit, dans notre convention d'actionnaire, il y a vraiment un point qui dit il y a seulement un événement qui peut arriver que les 5 enfants, il faut qu'on soit d'accord, qui arrive. Là, puis si on veut aller en bourse un jour, il faut que ça soit d'un commun accord, 100% des votes, il faut que ça soit ça. Ou sinon, c'est vraiment avec la majorité. Puis c'est arrivé 2 fois vraiment qu'on prenne un vote. On connaît le pouls, on est ensemble 5 jours sur 7, puis le week-end, souvent 1 ou 2 jours. Fait que on se connaît très bien, puis on sait ce que tout le monde pense. Mais 2 fois, vraiment, on s'est dit, OK, vous êtes pour ou contre, là? Qu'est-ce qu'on fait? Puis ça a été les pizzas surgelées en épicerie, puis ça a été l'offre qu'on a reçue dernièrement. C'est de dire vraiment qu'on sentait que c'était mitigé, puis tout le monde balançait un peu d'un bord ou de l'autre, tout ça. Fait que oui, on a des rencontres stratégiques 1 fois par mois, 1 fois par trimestre aussi, où est-ce qu'on regarde, on analyse les états financiers qui nous sont fournis avec notre CFO. Fait que c'est pas mal ça. On regardait pour mettre peut-être un conseil d'administration selon la recommandation de notre père. À parler avec divers spécialistes, on s'est rendu compte que c'est peut-être pas un conseil d'administration que ça nous prenait, mais un conseil aviseur. Donc, on regardait ça. On a parlé avec des gens là, qui, selon nous, pourraient vraiment nous aider, qu'on admire pour ce qu'ils ont construit, puis qui sont très avenants, avec qui c'est facile de prendre le téléphone, puis qu'on a besoin d'un conseil dans un secteur X, nous conseille. Puis on dit, assurez-vous en premier de vous entourer vraiment des meilleurs professionnels qui vous suivent tout le temps, que ce soit des fiscalistes, comptables, avocats. Nous, on avait tout le temps eu la mentalité de à la pige, là. On n'avait jamais eu de plan global, mais on appelle, puis on veut développer ce dossier-là, tout ça, mais ça vous prend vraiment du monde qui vous suive tout le temps parce que ça bouge extrêmement vite, vos affaires. Fait que juste vous assurer que vous soyez tout le temps optimisé partout. Fait que là, on est là-dedans. Mais peut-être que bientôt, un conseil aviseur pour différentes choses. On a rejoint des cercles d'affaires récemment, les 5 enfants. Ouais. Je pense que quand tu es en affaires, tu te fais souvent approcher pour ça. Puis on était comme, c'est beaucoup de temps. Est-ce que ça vaut le retour sur investissement? Est-ce qu'on va vraiment tirer quelque chose de ça quand on va dans des événements ou qu'on joint des choses comme ça? On se dit, OK, est-ce que je vais aller le rechercher pour l'entreprise? Ça va être bénéfique pour l'entreprise, mais c'est du temps. Fait que là, c'est nouveau qu'on a joint des cercles d'affaires. Puis, on voit comment ça va, si on peut se faire aider, si on peut aider des gens, mais c'est des nouvelles choses dans lesquelles on navigue là, pour essayer de se donner des nouvelles idées ou des choses comme ça. Non, mais c'est bien le fun, en tout cas. Ouais. On voit que ça évolue et que vous alliez aussi dans aller chercher la connaissance, puis aussi en donner maintenant. C'est le fun. Et aussi, je me demandais si tu avais un conseil à partir vraiment de ton expérience, de ton parcours et de l'histoire aussi, de ton histoire familiale. Qu'est-ce que tu donnerais aux entreprises familiales là qui nous écoutent actuellement? Quel serait ton conseil? Je pense que mon conseil pour avoir été en contact, puis pour être encore à ce jour en contact avec beaucoup d'entreprises familiales, c'est de s'assurer de partir sur une bonne base. Nous, ça a été une discussion qui a été ouverte 1 fois, la structure, comment ça allait être, puis jamais plus on en a reparlé. Mais je parle beaucoup à des gens que ma soeur est impliquée, mais elle ne travaille pas avec nous, ou mon frère est en train de partir, mais là, on ne sait pas trop le prix de rachat, ça va être quoi, tout ça. Tandis que quand c'est défini noir sur blanc au début, tout le monde sait à quoi s'en tenir. Si quelqu'un veut partir, c'est ça qui est ça. Si quelqu'un, telle ou telle situation, puis jamais, nous, à l'interne, on aurait pu faire ça. Là. C'est sûr de se faire accompagner par des professionnels qui en ont vu d'autres, puis qui voient les situations qui pourraient arriver, parce que nous, on n'a pas l'expérience pour se dire, hey, dans 10 ans, peut-être que telle situation va arriver. Fait que se faire accompagner pour partir sur une structure qui est vraiment solide. Pour plus en reparler, parce que c'est des sujets souvent épineux. Fait qu'on s'assure 1 fois au début que tout est correct pour tout le monde. On ouvre le débat 1 fois, puis on le referme. Puis la fois qu'on le fait, on s'assure justement d'avoir les bons professionnels autour de la table. Ouais. Autant techniques que même humains là, pour avoir des discussions difficiles. Puis au moins, on fait le tour du jardin 1 fois. Ouais. Puis on s'assure que c'est clair. Parce que c'est sûr qu'il y a des fois qu'on n'est pas accompagné. Comme je disais, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Fait qu'on n'adresse pas toutes les angles qui devraient être adressés. Puis des fois, on évite certaines discussions parce que justement, ce n'est pas des discussions faciles. Ouais.
Je pense qu'avoir quelqu'un de l'externe aussi, des fois, c'est... Ben, comme tu le dis, c'est super bon. Puis on a vu tellement d'autres situations, là, des gens avec beaucoup plus d'expérience que nous dans ce domaine-là. Là. On sait comment faire de la pizza, mais là, parle-moi de structure organisationnelle au début, quand tu as 20, 22 ans, tu n'as rien vu. Ben, je pense que c'est super important. En tout cas, merci à toi, Elisabeth, d'être venue aujourd'hui avec nous et d'avoir témoigné et partagé ton expérience. Ça a été très, très enrichissant. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Et merci beaucoup. Merci. À une prochaine, en tout cas. Merci beaucoup pour votre écoute. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré et amené des réflexions pour contribuer au succès de votre entreprise familiale. Famille en Affaires HEC Montréal, c'est avant tout une porte d'entrée pour les membres d'entreprises familiales qui vivent des enjeux et des défis. Nous sommes un peu comme le médecin généraliste des entreprises familiales si l'on veut. Écrivez-nous à familleenaffaires@hec.ca ou appelez-nous au 514-340-1804 pour discuter librement et gratuitement de votre situation. Si vous êtes encore là, n'hésitez surtout pas à soutenir notre podcast en laissant un like et en le partageant aux familles en affaires autour de vous. En attendant le prochain épisode, vous pouvez également retrouver tous nos outils et ressources sur notre site web familleenaffaires.hec.ca ou encore sur notre chaîne YouTube Famille en Affaires HEC Montréal. Pour suivre l'actualité des entreprises familiales québécoises et nos événements, vous pouvez nous suivre sur Facebook et LinkedIn @Famille en Affaires ou encore vous abonner à notre infolettre en visitant notre site web. Puisque vous êtes toujours là, sachez que nous avons une multitude de programmes afin d'aider les relayeurs et les repreneurs offerts en ligne et ou en présentiel. Nous offrons le circuit sur la voie de la relève qui permet aux repreneurs potentiels de se positionner en tant que relève dans l'entreprise familiale et de trouver leur X dans l'entreprise familiale. Il y a aussi Puissance IF qui permet aux repreneurs de développer leurs compétences en innovation, en stratégie et en leadership à travers la conception d'un projet innovant à impact au sein de l'entreprise dans l'objectif de pousser la relève à laisser sa marque dans l'entreprise familiale. Dans le même esprit, nous avons aussi Puissance IF agricole, adapté aux entreprises familiales de ce secteur. Le concept est le même, aider la relève agricole à développer leurs compétences en innovation, en stratégie et en leadership à travers un projet innovant et responsable qui va au-delà de l'agriculture conventionnelle pour laisser leur marque dans l'entreprise agricole et faciliter le transfert de l'entreprise. Bâtir ensemble est un programme conçu spécialement pour les duos repreneurs et relayeurs. L'objectif est d'apprendre à travailler en équipe dans un contexte multigénérationnel et d'établir un plan concret afin d'assurer un transfert fluide et harmonieux de l'entreprise familiale. Pour finir, nous avons des formations plus courtes, comme un atelier sur le conseil de famille. Restez à l'affût. Dans l'attente de vous rencontrer prochainement à l'un de nos événements au programme, nous vous souhaitons tout le meilleur. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin et nous vous remercions encore une fois pour votre écoute. À bientôt!